Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le bilan de mes lectures du mois de juin 2022. Alors pour le mois de juin, j'ai un peu plus lu, du moins c'est mon impression, j'ai un peu plus l'impression d'avoir avancé par rapport au mois de mai, puisque au mois de mai j'avais fait des relectures, ce qui m'avait donné l'impression de stagner. Au mois de juin, je me suis vraiment lancée, j'ai une douzaine de romans à vous présenter entre les lectures à cheval et les lectures que j'ai lues durant ce mois-ci. Donc je ne vais pas tarder plus et je vais vous présenter tout ça. Commençons par les lectures à cheval. Ça fait plusieurs mois que je vous parle de L'art de la prière de Xavier Accart, donc 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, publié aux éditions Emmanuel. Je l'ai enfin terminé au mois de juin et vraiment ça a été une lecture qui m'a vraiment enrichie, qui m'a fait du bien, qui m'a rappelé qu'il y avait plusieurs manières de rejoindre Dieu et de renforcer sa prière et de rendre Dieu présent à notre vie. Et vraiment ce livre a été vraiment très très précieux. Il y a plein de choses qui me restent du coup maintenant et qui m'ont donné envie d'aller piocher peut-être dans d'autres histoires de saints, de les lire d'une manière différente ou de les relire, de raviver en fait ma vie de prière. Et donc vraiment ça a été très très précieux et j'ai beaucoup apprécié l'acte d'humilité que Xavier Accart fait à la fin, parce qu'il explique qu'il a présenté 50 méthodes mais que lui aussi a beaucoup de mal dans sa vie de prière. Donc quelque part on se dit pas bon c'est bon, lui il est parfait, on est à 200 km l'un de l'autre, voire plus de 1000 km. Et voilà, on est encore loin de là. Lui aussi, voilà, ce sont des méthodes pour que chacun, y compris lui, puisse s'en servir et se nourrir en fait, nourrir sa vie de foi et de prière avec ça. Donc vraiment, c'est un très bel ouvrage que je ne peux que vous conseiller. Il se feuillette, il se lit en entier, il y a mille et une manières de le lire et il nourrira, je crois, toujours ceux qui voudront bien s'y aventurer. Continuons avec les lectures à cheval. Je vous avais laissé avec 2 livres audio que j'avais commencé et non pas terminé. Le premier qui dure depuis un petit moment, c'est l'Évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta, donc le tome 2, la première année de la vie publique de Jésus, que j'ai terminé effectivement courant juin. Ça m'a fait beaucoup de bien. Écoutez, Maria Valtorta me fait beaucoup de bien, c'est très long. Vraiment, je crois que ce deuxième tome fait une trentaine d'heures, quelque chose comme ça. Mais ça fait du bien et ça approfondit vraiment la lecture de l'évangile. Et après, effectivement, ça nourrit en fait les réflexions si vous lisez l'évangile régulièrement ou si effectivement vous lisez des vies de saints. Ça nourrit vraiment tout ça et j'ai beaucoup apprécié parce que du coup, j'avais déjà lu ce tome 2 et le réécouter en fait, donc dans ce format-là, l'écoute me permet de redécouvrir et peut-être de m'imprégner d'autres choses que je n'avais pas reçu quelque part en le lisant. Donc c'est vraiment précieux et puis l'écouter vraiment, je me figure vraiment bien les lieux. Donc c'est très intéressant, je vous le conseille vraiment. Et l'autre livre audio, ça a été totalement dans un tout autre registre, ça a été le tome 4 des enquêtes d'Anna Swensen, Meurtre et tarte au citron meringuée de Joanne Fluck, lu par Flora Brunier. Donc je crois que je vous en avais déjà parlé le mois dernier, mais effectivement j'ai beaucoup apprécié cette série et ce tome 4 a été vraiment très intéressant. Les petites enquêtes policières qui sont menées sont toujours assez chouettes. Je trouve rarement le meurtrier, mais je me laisse vraiment porter, puis j'aime beaucoup la vie locale qu'il y a dans cette petite ville. Et surtout la vie un petit peu de l'héroïne. Anna Swensen a un caractère assez fort, elle est assez têtue et en même temps voilà, elle se laisse assez embragner avec les autres. Donc c'est plutôt chouette. Puis on va dire que je suis pas très fan du triangle amoureux qui est mis en place, mais je me demande vraiment comment ça va se terminer parce que j'ai pas vraiment de préférence, mais voilà, je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner, mais je trouve ça très drôle que sa maman et sa sœur veuillent un petit peu s'immiscer dans sa vie amoureuse, donc voilà. Au mois de juin, j'ai lu le nouveau livre de Tamara Baliana, donc le tome 4 des frères Rossi, Vincenzo, publié en auto-édition. Ça a été une chouette lecture. Je dirais que ça a été assez rapide, mais j'ai apprécié de pouvoir découvrir finalement ce dernier frère et puis cette héroïne qu'on apercevait déjà, Alix, depuis quelques tomes. Et vraiment j'ai apprécié de voir leur relation se tisser. Je m'attendais pas vraiment à ça de la part de Vincenzo, mais j'ai trouvé que le récit était un peu plus loufoque que ce à quoi je m'attendais par rapport à la manière dont il était présenté dans les tomes précédents. Donc ça a été assez chouette et j'ai bien aimé quelque part l'axe de vouloir contrôler sa vie et de vouloir et de donner sa confiance aux autres. Donc vraiment ça a été une assez chouette lecture. Pas forcément mon préféré, mais quand même, je trouve que cette série est vraiment très sympa. Donc si vous voulez découvrir une romance contemporaine sympathique, et bah foncez là-dessus parce que c'est assez intéressant et que c'était franchement aussi...
divertissant de découvrir le côté avocat, parce que c'était une profession que je ne croise pas tant que ça dans les romances que je lis en tout cas, donc c'était assez rafraîchissant pour ça. Après ça, j'ai lu le tome 2.1 des Chroniques des Fleurs d'Opale, donc La Fougue d'Ulysse, donc effectivement c'est la partie 1 de La Fougue d'Ulysse, de Yelena, publiée en auto-édition. Et je dois avouer un truc, c'est que si j'avais apprécié ma relecture des Chroniques des Fleurs d'Opale, donc le tome 1 en 2 parties, j'ai vraiment beaucoup plus apprécié cette suite. Parce que voilà, Diftil est un personnage hyper intéressant à découvrir, mais une fois effectivement qu'on a découvert le personnage de Diftil et qu'on a évolué avec elle pendant 1000 pages, c'est hyper génial de découvrir la suite, encore avec Diftil, mais avec d'autres personnages, et du coup d'avoir une narration quelque part augmentée. Parce que maintenant qu'on est bien au fait de ce qui se passe dans cet univers, on part avec une héroïne qui, on le voit sur la couverture, est vraiment déterminée. Elle fait des erreurs, mais j'ai beaucoup apprécié parce qu'on sent qu'il y a une maturité en fait qui s'est mise en place tant au niveau de la narration de la part de Yelena, tant au niveau des personnages. Ce n'est plus les mêmes. Dans le premier tome, effectivement, on avait une héroïne qui était c'était la candeur de la rose et ça reflète vraiment très bien. Et là, on a la Fougue d'Ulysse, on est vraiment dans autre chose, dans un autre registre. Et pour moi, ça a été vraiment très intéressant. J'ai apprécié les réflexions de fond qui sont mises dedans aussi. Je suis pas forcément d'accord avec tous les discours qui sont présentés, mais j'ai apprécié d'avoir ce fond pour réfléchir et pour me positionner par rapport, voilà, si j'étais d'accord ou pas. Mais ça a été vraiment très intéressant et de découvrir aussi des contrées qui n'étaient pas présentées dans le tome 1. Donc voilà, ça... Vraiment, j'ai apprécié de voir des personnages que j'avais déjà aperçus dans le tome 1, de les avoir vus plus tard, grandis, et de découvrir du coup leur narration. Je suis assez curieuse de lire le tome 2.2. J'avoue que je retarde un petit peu le moment, non pas parce que je n'ai pas envie de le lire, au contraire je viens de vous le dire que c'était le cas, mais parce qu'il est gros et que j'ai pas envie de stagner. Mais il faut que je me trouve vraiment le moment pour le lire de manière sereine. Et ben, j'espère que ça sera cet été. Alors j'espère vous en parler en tout cas très bientôt, mais en tout cas ce 2.1 a été vraiment très intéressant à découvrir. Après ça, j'ai commencé une autre lecture spirituelle. J'avais terminé L'Art de la prière de Xavier Accart, il me fallait autre chose à me mettre sous la dent. J'ai commencé Histoire d'une âme de Thérèse de Lisieux, donc la nouvelle édition parue aux éditions Emmanuel. Il faut savoir que j'ai déjà lu il y a quelques années Histoire d'une âme et que j'ai décidé effectivement de me replonger là-dedans parce que j'ai eu, avec cet exemplaire, j'ai eu droit aux dernières paroles, aux poésies et prières et aux lettres. Et je voulais vraiment me réimprégner de ce que Sainte Thérèse de Lisieux a dit et vraiment, ça m'a énormément touchée. Je l'ai terminé début juin, il y a 2 jours. Début juillet, pardon, je raconte n'importe quoi. Et ça m'a fait du bien, si vous saviez. J'ai beaucoup apprécié. Enfin, j'en suis même arrivée à vous verrez peut-être, mais j'ai surligné quelques trucs. Ça ne doit pas trop parce que c'est du jaune, évidemment. Voilà. J'ai surligné dedans, ça m'arrive très rarement, mais là je me suis dit que vraiment j'allais me servir de ce texte vraiment pour grandir et nourrir mon âme. Et de fait, hein, Sainte Thérèse a été... elle m'a toujours beaucoup touchée, mais j'ai trouvé que cette édition était vraiment très belle, qu'elle m'avait beaucoup parlé parce que j'ai pu, avec les photos, m'imprégner encore plus du texte, naviguer entre les propos de Sainte Thérèse et les photos. Ça m'a vraiment beaucoup aidée et vraiment j'ai pris le temps de réfléchir dessus, donc vraiment... que dire sinon que Histoire d'une âme, c'est vraiment un texte magnifique qui ne peut que nous inspirer et nous faire du bien. Parce que Sainte Thérèse était vraiment une sainte, je ne dirais pas innocente, mais une sainte qui peut nous parler à tous en fait, quel que soit notre état de vie, quel que soit notre parcours. Sainte Thérèse, elle nous parle, elle a un amour brûlant en fait, qui est magnifique, qui est pur, je n'ai même pas les mots, c'est Sainte Thérèse quoi. Plus ça va, plus j'ai un attachement pour Sainte Thérèse et ces paroles m'ont en plus fait beaucoup de bien dans la période où je suis actuellement puisque effectivement avec la sortie de mon dernier roman j'ai été très stressée et faire la lecture de Histoire d'une âme m'a aussi aidé à m'abandonner plus au Seigneur et je peux vous dire que vraiment ça a été très bénéfique de réfléchir de bien des manières sur la façon dont Dieu nous aime et ce qu'il nous prodigue comme bienfait. Et prendre la suite de Sainte Thérèse, effectivement, dans l'abandon à l'amour a été vraiment très précieux. Donc je ne peux que vous le conseiller 1000 fois, 1 million de fois, parce que déjà cette édition est vraiment très chouette et parce que le texte de Sainte Thérèse est vraiment top. En plus, les notes qui sont apportées, je ne me souvenais pas dans la première édition que j'avais lue, différente de celle-ci, que j'avais été aussi marquée par les notes et qu'elle m'avait aussi enrichie en fait et permis de contextualiser ce qui était en train de se passer effectivement au moment où Sainte Thérèse l'a écrit et d'avoir été vraiment aussi frappée
que ça par les photos que j'ai pu découvrir dans cette édition-là. Donc vraiment, je vous la conseille. Après ça, j'ai lu aussi en juin Pataquès en Patagonie de Marie Le Rouge. Donc j'avais déjà lu le jour où j'ai fait une pâte aimée, je crois, de cette même auteure il y a quelques temps. Et je me suis dit pourquoi pas tenter effectivement un autre bouquin de cet auteur. J'ai apprécié, même si quelques petits trucs m'ont dérangé en fait. On tombe tout simplement sur une héroïne, enfin une, il y en a plusieurs en fait, qui fait 1m80, qui fait du 41, et elle me dit ah ouais super, elle a tout comme moi là, trop bien. Et là elle se fait traiter de girafe, et là je fais ok. Et ensuite on lui dit qu'elle a des pieds de géant et qu'elle n'arrive pas à trouver des chaussures à sa taille dans les magasins. What? Alors, spoiler alerte, moi je fais du 41, j'ai aucun problème pour me trouver des chaussures à ma taille. Bref. Petit point à part, il y a des choses qui m'ont un petit peu dérangée par rapport à cette héroïne et par rapport à d'autres aussi. Le fait qu'elle considère par exemple sa virginité, alors qu'elle a une trentaine d'années, comme étant un fardeau qu'il faut absolument jeter. Voilà, il faut absolument qu'au d'un moment elle s'en débarrasser en fait. Et j'ai trouvé ça très dommage parce que ça se passe... Enfin, c'est dommage qu'elle considère ça comme ça parce que notre société nous dit que ça peut être un fardeau, mais en fait ça l'est pas du tout. Et voilà, donc c'est ma propre sensibilité qui fait que voilà, j'ai moyen apprécié, j'ai moyen accroché avec cette héroïne, mais j'ai beaucoup apprécié quand même l'alternance des points de vue dans cette histoire et de suivre différents personnages parce qu'on est au cœur d'une excursion en fait en Patagonie avec plusieurs personnages. Il y a un père avec sa fille, il y a notre héroïne, il y a une douanière aussi, il y a le guide et j'ai vraiment aimé cet imbroglio en fait de personnages et de découvrir en fait les liens qui vont peu à peu se tisser entre eux et qui deviennent de plus en plus forts. Donc ça a été plutôt sympa. Pour ça j'ai beaucoup apprécié la multiplicité des points de vue et parce qu'on se perd jamais. Et mention toute spéciale à Alice qui est vraiment un personnage hyper intéressant, assez facétieux quand même. Et petite fée du voyage qui rend les choses vraiment très touchantes malgré elle. Au mois de juin, j'ai aussi lu les tomes 2 et 3 de Bretzel et beurre salé écrits par Margot et Jean Lemoyle aux éditions Calman Levy. J'avais lu le tome 1 il n'y a pas très longtemps, donc le tome 2 c'est une pilule difficile à avaler et le tome 3, la bille ne fait pas le moine. J'ai lu le tome 2, je me dis ah ça va faire du bien de retrouver un petit cozy mystery, tout ça, et vu la fin du tome 2, il a fallu que j'enchaîne direct avec le tome 3. J'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié parce qu'on est vraiment dans la vie de village et qu'on est vraiment dans un microcosme et que d'un seul coup tout vient être perturbé parce qu'il y a un meurtre, parce qu'il y a un truc qui se passe et évidemment c'est notre cher Catival qui va être accusé ou alors qui se retrouve mêlé d'une manière ou d'une autre à ça. Et c'était vraiment intéressant. Il y a des choses qui m'ont un poil dérangé par rapport à Cathy effectivement dans le tome 3 parce que je m'attendais pas forcément à cette direction et en même temps je m'y attendais, je me disais c'est un petit peu dommage. Et en même temps, ça a été super intéressant parce que l'enquête qui est faite en parallèle du meurtre pour ce troisième tome a été vraiment très chouette. Et on sent vraiment que tout a été renseigné, qu'il y a eu des recherches derrière et ça c'est assez intéressant. Tout est vraiment très bien construit et du coup j'ai beaucoup d'admiration pour les deux auteurs. Voilà, que déjà d'écrire rapidement c'est assez fou. Mais en plus voilà, j'ai eu l'occasion de discuter un peu avec eux et c'est vraiment j'aime beaucoup, j'aime vraiment comme c'est construit. Puis vraiment on pourrait vraiment croiser tous les personnages en fait au quotidien, donc juste vraiment je trouve ça super chouette, le côté cozy mystery me plaît beaucoup, donc voilà, j'ai assez hâte d'avoir le tome 4, ça sera pas pour tout de suite mais en tout cas ces 3 premiers tomes sont un succès pour moi, même si effectivement j'ai un peu moins accroché avec certains aspects du tome 3. C'est comme ça arrive. Au mois de juin j'ai aussi lu Les filles du koala, tome 2, La promesse d'Hermine, d'Isabelle Stock et Juliette Vizzacaro, aux éditions Emmanuel Jeunesse. J'ai beaucoup aimé cette suite qui, cette fois-ci, effectivement, nous fait suivre Hermine et sa troupe pendant toute l'année scolaire, jusqu'à ce qu'Hermine fasse sa promesse en tant que guide. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dedans, c'est que les héroïnes font des erreurs. Mais genre, elles sont méchantes entre elles se refont des sales coups. Il y a des héroïnes qui sont vraiment, je dirais pas insupportables, mais qu'on peine à comprendre, vraiment, et qui sont... Oui, elles sont un peu supportables comme il faut le dire. Mais du coup, il y a un vrai appel à se dépasser et à servir Dieu, à servir à être au service de son prochain. Et j'ai beaucoup aimé ces messages de fraternité et d'appel à la sainteté qui sont mis. Parce qu'on voit vraiment que il y a ce vrai appel, on sait qu'on n'est pas parfait, les héroïnes ne sont pas parfaites, mais c'est un appel à chaque jour, essayer d'aller un peu plus vers cette perfection et de faire de son mieux.
Donc vraiment ça a été très très chouette et puis on reste avec des jolies illustrations. J'ai beaucoup aimé continuer à découvrir le scoutisme puisqu'effectivement je ne connais pas comment ça se passe. Et j'ai vraiment aimé l'ambiance fraternelle qui se dresse quand même malgré tout et de voir les personnages évoluer. Ça a été vraiment, vraiment très très chouette et je reste ébahie par rapport aux grands jeux qui ont été imaginés, aussi aux choses que j'ai appris par rapport à Verdun, parce que je ne connais pas grand chose par rapport à Verdun, parce que ça se situe en fait à côté de Verdun. Comme histoire et puis voilà, c'est vraiment une histoire que je trouve très riche et en même temps très très accessible, donc je peux que vous conseiller parce que c'est juste extra en fait. Et j'ai 3 lectures qui sont effectivement à cheval entre juin et juillet. La première, ça a été L'évangile tel qu'il m'a été révélé, tome 3 de Maria Valtorta. Donc je ne sais toujours pas qui c'est qui narre, hein, mais comme d'habitude je vous laisse le lien d'écoute du tome 1 sur Spotify dans la barre d'infos. Et c'était en fait le 3e tome, c'est la première partie je crois de la 2e année de la vie publique de Jésus. Donc je continue et je me laisse porter et je me laisse instruire voilà, par tout ça et c'est précieux. J'ai aussi commencé Les enquêtes d'Anna Swensen tome 5, Meurtre et Cupcake au caramel. Écrit par Joanne Floch et lu par Flora Bruni, encore une fois. Donc je l'ai reçu le 27 et j'ai dû le terminer, je crois que je l'ai terminé hier ou avant-hier. Avant-hier. Autant vous dire qu'il n'a pas fait long feu. En même temps il fait que 7 heures, alors voilà. Encore une fois j'ai beaucoup apprécié, je vous fais un rapide avis, je vous en reparlerai aussi dans la vidéo du mois d'août. Mais ça a été une très chouette lecture. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été mis en place, encore une fois. J'aime bien écouter les recettes, même si je suis assez triste de ne pas pouvoir les noter, pouvoir essayer de les reproduire. Mais encore une fois, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on est vraiment inscrit dans cette vie locale, dans le rythme effectivement de comment ça se passe à l'époque. Et j'aime bien ce petit retour en arrière par rapport à la technologie, puisqu'effectivement c'est le début, enfin on commence à avoir une sorte de démocratisation du portable et de l'ordinateur portable, donc ça c'est assez chouette, parce que l'héroïne au départ elle se bat contre, elle en veut pas, et je trouve ça assez drôle parce que c'est assez rare maintenant, donc ça offre un petit dépaysement qui n'est pas malvenu, je dois dire. Dernière lecture effectivement pour ce mois de juin, j'ai entamé le tome 2 du Souffle des Dieux, Le Chant des Djinns de Vincent Portugal en auto-édition. Je l'ai terminé hier soir. Là aussi je vous en referai effectivement un avis plus complet pour le mois d'août. Mais ça a été une chouette lecture, j'ai eu un peu plus de mal avec ce tome 2 parce qu'on change de personnage principal pour la narration et que j'ai eu juste un petit peu plus de mal avec cette héroïne. J'ai moins accroché avec elle même si c'était hyper intéressant et que je me demande bien ce qui va se passer dans le tome 3 qui est dans ma Kindle. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo, ce sera tout pour ces lectures du mois de juin. N'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous avez trouvé intéressantes, si vous les connaissez, si vous les avez déjà lues ou pas. N'hésitez pas à me faire vos retours, n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez fait de belles lectures pendant le mois de juin. Je suis toujours très intéressée par vos conseils. Que dire aussi? Oui, c'est la dernière vidéo du coup du mois de juillet puisque, je le rappelle, pendant le mois de juillet et le mois d'août, je ne ferai que 2 vidéos en début, le book haul et le bilan lecture, pour prendre un petit peu de repos, souffler un petit peu et me détendre et revenir en force au mois de septembre. Donc je vous souhaite déjà du coup un beau mois de juillet, de belles lectures sous le soleil ou au frais à l'intérieur. Profitez bien et surtout faites de doux rêves en mots ou non.